Johan Orzulik, donc qui va nous parler des Fils de l'Homme et puis de plein d'autres films. Et pour commencer, voilà, si vous pouviez juste vous présenter, nous expliquer un petit peu l'historique, un petit peu la création, tout ça de cette chaîne. Est-ce que tout le monde la connaît? Parce que moi personnellement, je ne la connaissais pas. Bon, c'est bien, comme ça vous allez pouvoir la présenter également. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, avant toute chose, remerciement à toute l'équipe de la bibliothèque, à Marie ici présente, ainsi qu'à tous ses confrères, pour m'avoir invité pour venir évoquer les Fils de l'Homme dans le cadre du festival Les Mycéliades. Alors, avant de passer au film, je vous fais une petite présentation de la chaîne YouTube pour laquelle j'écris, qui s'appelle Le Ciné Club de Monsieur Bobine, qui à l'origine était ce qu'on appelle une vignette, c'est-à-dire c'était une petite émission de télé qui était un bouche-trou entre deux émissions plus importantes sur une télé locale qui s'appelait Angers 7 et en fait qui était une émission de Julien Pavageau. Et donc lorsque la chaîne en question s'est arrêtée, Angers 7, il a récupéré le programme à son propre compte et en a fait la chaîne YouTube, le Ciné-Club de Monsieur Bobby. Julien Pavageau est le réalisateur, monteur, fondateur de la chaîne. À travers un petit personnage en animation qui s'appelle Monsieur Bobine, fait des analyses de cinéma qu'il écrit ou pour lesquelles il a une équipe notamment de rédacteurs et de co-rédacteurs dont je fais partie. Voilà. Donc pour plus de précision personnelle, j'ai rejoint la chaîne en novembre 2017. Voilà. Chacun a sa spécialité, les sujets qu'il souhaite aborder, etc. Il y a toujours une bonne entente et surtout de l'entraide. Le plus important, c'est de l'entraide par rapport aux épisodes de chacun. On aide celles et ceux qui... on aide celles et ceux qui font les... On aide en fait la personne qui rédige à chaque fois à faire le meilleur épisode possible en fait. C'est ça qui est le plus important. Et le succès d'estime de la chaîne aidant, on a été appelé depuis quelques années pour faire régulièrement soit des conférences dans des conventions, des présentations de films, etc. Voilà. Alors, ça c'était pour la présentation de la chaîne, en sachant qu'on est une petite équipe. Et composé notamment de rédacteurs et d'actrices. Je vous citerai Anaïs Verlet, Julien Pavageau, Cyril Roland, Aurélien Noyer, Lucas Mario, Aurélien Gouriot-Vallès et moi-même, voilà, pour les membres de l'équipe. Alors pourquoi j'ai choisi les Fils de l'Homme dans le cadre du Festival Les Mycéliades? En fait, c'est pour une raison toute simple. C'est tout simplement parce que c'était un film que je souhaitais aborder depuis longtemps, puisque c'était un film qui m'avait énormément marqué, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et je trouvais que c'était une bonne occasion de venir l'évoquer dans ce festival. Et il s'est trouvé j'ai appris après coup que le film fêtait ses 20 ans cette année, il est sorti il y a plus de 20 ans. Donc je me suis dit, ça fait une pierre deux coups. Alors, deux choses importantes, c'est qu'en fait, c'est la conférence que vous allez entendre, c'est Les Fils de l'Homme et son héritage. En fait, c'est une conférence en deux parties, une sur le film à proprement parler, et ainsi que sur son héritage culturel qui perdure encore énormément aujourd'hui. Deux choses importantes, si vous avez des questions, vous voulez me poser des questions durant cette conférence, c'est-à-dire m'interrompre, etc., il n'y a aucun problème. Par ailleurs, chose importante, vu le sujet du film, je vais être obligé de parler de sujets qui sont un peu difficiles, donc je préfère prévenir au préalable, mais c'est nécessaire puisque le film aborde ces sujets-là. Donc voilà, par précaution, je préfère prévenir. Voilà, je pense que maintenant que tout est dit, on peut y aller. Et je tiens d'ailleurs, avant de démarrer, à remercier toutes celles et ceux qui sont présents autour de moi d'être venus assister à cette conférence. Voilà. Alors, à l'origine des Fils de l'Homme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve un roman d'une romancière britannique qui s'appelle P.D. James, qui était surtout une romancière de polar britannique, et qui, en fait, s'est essayée en 1992 à la science-fiction dystopique, avec ce roman qui s'appelle Les Fils de l'Homme, et qui est très différent du film qui va en découler bien des années après.
je vous fais un petit résumé très très succinct et rapide. Donc en fait, c'est que le roman en fait décrit la rencontre de Théo Fanon, qui est un professeur d'Oxford d'une cinquantaine d'années et accessoirement le cousin du dictateur Sam Yapiat, qui règne donc sur une Angleterre infertile en 2021. Et donc Théo Fanon rencontre en fait les Poissons, qui sont un groupe de révolutionnaires cherchant à révéler au monde les dérives de cette dystopie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des membres de ce groupuscule révolutionnaire, qui s'appelle Juliane, elle tombe enceinte, et ce qui enclenche donc sa fuite en compagnie de Théo et de Myriam, une sage-femme, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Juliane est convoitée dans cette Angleterre infertile, puisqu'elle est la première femme justement à pouvoir redonner la vie, on va dire. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le livre, qui date de 1992, exactement. Alors malheureusement, on l'a pas, donc on l'aura peut-être par la suite, mais... Et donc ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'il y a une différence principalement de ton et de ce qu'on appelle en anglais de world building, c'est-à-dire d'univers, de construction d'univers. C'est-à-dire que le roman de P.D. James, il s'inscrit vraiment dans la représentation classique de dystopie, très inspirée dans le sillon de 1984 de George Orwell, ou plus récemment par rapport à l'époque dans laquelle elle écrit, c'est au début des années 90, notamment on pense notamment aussi à La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood, qui avait donné déjà à l'époque un film, donc dans les années 80, et plus récemment une série télé à succès que vous pouvez voir sur, je crois, c'est Disney+ maintenant. Donc voilà. Et vous pouvez aussi emprunter la bibliothèque. Donc, cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve dans ce roman des éléments du futur film, c'est-à-dire notamment, il y a 2 points qui vont être gardés par Alfonso Cuarón, qui sont notamment donc la traque des migrants et la question environnementale, c'est-à-dire à travers les pénuries qui secouent l'Angleterre et le reste du monde, en fait. Alors, comment c'est devenu un long métrage? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est et c'est important de bien comprendre le contexte, parce qu'en fait, on aurait pu avoir un film totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Donc en 1997, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Beacon Pictures, qui est spécialisée principalement dans le gros cinéma d'action à gros budget, qui ont produit des films, alors aujourd'hui oubliés, mais qui à l'époque faisaient, on va dire, étaient les gros blockbusters du moment. Donc ils ont notamment produit Air Force One, donc un film dans lequel Harrison Ford joue le président des États-Unis et doit empêcher des terroristes de s'emparer de l'avion présidentiel, ou encore La Fin des temps, qui racontait comment, donc il y a une relecture assez opportuniste de La Malédiction, Rosemary's Baby et Seven, donc dans lequel Arnold Schwarzenegger devait lutter contre le retour de l'Antéchrist à la veille du 3e millénaire. Donc voilà, donc là je vous dis le pédigré des producteurs, donc qui n'ont rien à voir avec ce qui va arriver par la suite. Donc ils rachètent les droits du roman de P.D. James dans le but d'en faire un long métrage qu'ils souhaitent confier à un certain Paul Chart, qui était un réalisateur apparemment qui avait la cote à ce moment-là, parce qu'il avait fait un film qui avait été assez remarqué au Festival de Cannes. Alors il travaille pendant un temps sur ce projet d'adaptation, cependant on ne sait pas trop comment il a quitté le projet, mais en 2001 c'est finalement donc Alfonso Cuarón, qui est un réalisateur mexicain, qui a notamment déjà travaillé aux États-Unis. Il a fait notamment une adaptation de Great Obsession, donc de Charles Dickens, transposé à notre époque en 1997, donc avec notamment Gwyneth Paltrow, Robert De Niro et Ethan Hawke. Donc voilà, le roman c'était De Grandes Espérances, donc qui était transposé à notre époque. Mais en fait, il a un pied-à-terre à la fois aux États-Unis et au Mexique, son pays natal. Et donc à cette époque, il sort du succès d'estime d'un petit film qui s'appelle Y Tu Mama Tambien, qui est un road movie qui a eu donc un beau succès d'estime. Et donc il est contacté par Strike Entertainment, qui est donc une société qui a été fondée par des anciens de Beacon Pictures, qui avaient justement donc les droits du roman de P.D. James, pour réaliser cette nouvelle adaptation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Strike Entertainment, c'est une société qui a disparu aujourd'hui, et donc ça va être encore une fois le seul titre de gloire artistique, les Fils de l'Homme, puisque c'est une société qui va surtout se spécialiser dans les remakes des grands classiques de science-fiction et d'horreur des années 70-80. C'est à eux qu'on doit notamment le remake de Zombie de Romero, qui va devenir L'Armée des Morts sous la caméra de Zack Snyder. Ils ont fait un espèce de préquel reboot assez chelou de The Thing de John Carpenter, qui est sorti en 2011.
et ils ont fait la dernière version en date de Robocop. C'est eux qui l'ont produit. Et en fait, ça a tous été des flops. Et en fait, c'est ce qui a fait chuter la compagnie au début des années 2010. Et donc, Les Fils de l'Homme, on peut le dire, ça va être vraiment leur unique titre de gloire artistique à cette compagnie. Donc, Quaron est contacté par cette compagnie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être vraiment la pré-production va être assez rêvée, entre guillemets, pour un cinéaste de son calibre. Puisque, en fait, donc, il va y avoir plusieurs scénaristes qui vont chevaucher sur le projet. En premier lieu, donc, c'est un duo qui s'appelle Mark Fergus et Hawks Oatsby qui vont écrire la première version. Et en fait, ils vont se spécialiser par la suite dans les gros blockbusters de science-fiction, puisque c'est eux qui vont écrire le premier Iron Man et Cowboy et Envahisseur, donc 2 films de Jon Favreau. Mais surtout, ils vont rebondir après Les Fils de l'Homme et donc leur collaboration avec Jon Favreau, puisque ça va être les showrunners d'une série télé qui est extrêmement réputée, qui s'appelle The Expanse, et qui fonctionne, on va dire, sur le même un peu sur le même principe que Les Fils de l'Homme, c'est-à-dire de retourner les conventions d'un genre. Chez Quaron, c'était la dystopie. Et dans Expanse, c'est le space opéra. Et pareil, avec une même logique, on va dire, mortifère, de fin de civilisation. Et donc, c'est eux qui écrivent la première G du script. Il va y avoir un autre scénariste qui s'appelle David Arata, qui lui a réécrit notamment un excellent thriller d'espionnage qui s'appelle Spy Game, donc de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt, un excellent thriller d'espionnage, qui aborde justement des conflits internationaux à la manière des thrillers paranoïaques des années 70. Et en fait, lorsque Quaron arrive sur le projet, donc, il va faire appel à Timothy J. Sexton, qui avait travaillé sur un drame qui s'appelait Amour Chienne, réalisé par un ami de Alfonso Cuarón, qui est un autre réalisateur mexicain qui s'appelle Alejandro González Iñárritu, qui avait notamment fait 21 grammes, etc. Donc ça faisait, en fait, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cuarón et Iñárritu font partie du trio de cinéastes mexicains avec Guillermo del Toro qui vont avoir une grosse renommée internationale au début des années 2000. Donc, Cuarón, en compagnie de Timothy J. Sexton, va s'atteler donc au scénario, à la version définitive. Et ce qu'il faut savoir, ça peut paraître un peu prétentieux, mais en fait, il ne va pas lire le roman de P.D. James Cuarón. Quand il va faire le film, c'est son scénariste, donc Sexton, qui va justement donc, le lire à sa place, en faire un résumé, et à partir de là, ils vont écrire une nouvelle version. Et donc, ils vont procéder à énormément de changements. Et pour vous dire, je vais qu'en citer qu'un, mais qui donne en fait tout le processus de transformation du livre au film, c'est que dans le roman, il y a un terme qui est coitus. Coitus, dans le roman, ça désigne des cérémonies religieuses de suicide, en fait, de suicide organisé pour des personnes qui ont dépassé un certain âge. Et dans le film, ça va juste devenir des pilules. Ça va juste devenir une marque de pilule de suicide. Donc ça, c'est pour vous donner donc une idée de la transformation du roman en film. Donc, Strike Entertainment va faire justement un pont d'or à Alfonso Cuarón. Ils vont attendre qu'il ait terminé de filmer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qu'il a accepté sous les conseils de son ami Guillermo del Toro, avant d'enclencher la production des Fils de l'Homme. Ce qui en plus va rassurer Strike Entertainment, c'est que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban va être un énorme succès. Et c'est ce qui va faire d'Alfonso Cuarón un cinéaste dit bankable, c'est-à-dire un cinéaste qui est considéré comme une valeur sûre pour les studios américains. Donc une fois donc, Harry Potter prisonnier d'Azkaban terminé, le succès en poche, donc il enclenche la production. Et concernant la création du Londres de 2027, il va faire appel à une équipe tout aussi diversifiée qu'au niveau du script, donc avec des pédigrés assez différents et pas forcément issus de la science-fiction. L'un des éléments clés de la réussite, c'est le chef décorateur Jeffrey Kirkland, qui a une carrière très atypique puisqu'il a fait ses armes notamment sur une giga-production qui s'appelle L'étoffe des héros, qui est donc une grosse épopée sur les débuts de la conquête spatiale, donc réalisée par Philip Kaufman au début des années 80. Et surtout, c'est un collaborateur régulier d'un cinéaste britannique qui nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelle Alan Parker, qui faisait partie en fait de ces cinéastes de la nouvelle vague britannique issue du clip et du vidéo et de la publicité comme Adrian Lyne et bien sûr Ridley et Tony Scott, voilà, et Hugh Hudson notamment. Et en fait, la spécialité de Jeffrey Kirkland, et qui va être un gros avantage, et je pense que c'est par rapport notamment à son travail chez Alan Parker qui l'a engagé, c'est que les films d'Alan Parker, c'était souvent des films qui prenaient place dans des environnements réalistes, mais ultra stylisés. Et c'est une technique que justement on va retrouver donc, dans Les Fils de l'Homme, notamment au niveau de la décoration. Et il va s'entourer notamment de quelqu'un qui s'appelle Jim Clay pour l'assister dans la création du film.
la création de l'univers du film, qui lui était surtout spécialiste des comédies britanniques, donc qu'il y avait à l'époque. Et les deux autres personnes clés, c'est Fraser Churchill, qui est donc le superviseur des effets visuels, dont on va dire le seul titre de gloire qu'il avait à l'époque, c'était qu'un an auparavant, il avait fait les effets visuels de l'adaptation du jeu vidéo Doom avec Dwayne Johnson, etc. Et l'autre, c'est John Tavner, qui était connu, donc qui n'est pas un compositeur vraiment de cinéma, mais qui est surtout spécialisé dans la musique minimaliste et mystique, et donc très éloigné du monde du cinéma, et qui avait travaillé pour un cinéaste mexicain qui s'appelait Carlos Regaras, sur un drame érotique qui s'appelait Batalá en el Cielo en 2005, et qui va rejoindre donc Alfonso Cuarón pour la création musicale du film. Alors, ce qui est important, c'est que Cuarón disait que la note d'intention des Fils de l'Homme, c'était de faire ce qu'on appelle un anti-Blade Runner. Non pas qu'il n'aimait pas le film de Ridley Scott, au contraire, mais c'est-à-dire qu'il voulait prendre à contre-courant on va dire l'univers visuel qui a été popularisé par Ridley Scott depuis Blade Runner, c'est-à-dire qui rompt avec les codes esthétiques popularisés par le mouvement cyberpunk, qui était alors le mouvement prédominant en termes de représentation de dystopie à l'écran, c'est-à-dire les villes tentaculaires, l'omniprésence d'une technologie qui est très robotique, informatique, le biomécanisme, etc. Donc tout ce qui est Matrix, Minority Report, Total Recall, Johnny Mnemonic, etc. Donc lui, il va aller à contre-courant de tout ça, et il va proposer, on va dire, un film qui a une démarche esthétique et thématique totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'il présente une vision d'un futur qui est dit paupérisé. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est un futur qui est déliquescent et qui tient plus de l'anticipation immédiate, et où Londres s'apparente à ce que l'on pouvait voir à l'époque, notamment dans les pays du tiers-monde ou dans les pays en guerre d'Europe de l'Est. Donc tout ce qu'on pouvait voir dans les actualités internationales de l'époque, c'est une vision qui va appliquer donc, à une capitale occidentale en fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche, elle n'est pas nouvelle, c'est pas Cuarón qui l'a initiée, il y a eu d'autres prédécesseurs, et je vous en citerai un qui est fondamental, qui est donc un film japonais totalement méconnu qui s'appelle Swallow White Butterfly, réalisé par un cinéaste très talentueux qui s'appelle Shunji Iwai, qui est sorti donc en 1996 et qui préfigurait le film de Cuarón dans sa démarche, avec notamment qui racontait l'histoire de migrants chinois clandestins qui tentaient de vivre leur vie dans un Japon totalitaire mais paupérisé, exactement comme celui qu'on voit dans Les Fils de l'Homme avant l'heure. Et c'est vraiment un film à redécouvrir de toute urgence. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi citer, je pense, le manga Gun, donc Alita Battle Angel, qui est certes un manga cyberpunk, mais dans lequel on retrouve cette idée de cité, de monde qui ressemble plus à une espèce de déchetterie ambulante, en fait. Ça fait partie aussi des précurseurs du film de Cuarón. Et il y en a un autre que personnellement je citerai, ça va peut-être surprendre, c'est justement le Robocop de Paul Verhoeven, c'est-à-dire hormis le bagage robotique qui est incarné par le personnage central, vous avez quand même un environnement très déliquescent qui est en fait assez réaliste, en fait, assez contemporain par rapport à un Blade Runner par exemple. Donc, vous écrivez comment alors, Swallow White Butterfly, donc je vous l'appelle, c'est SWA2LOWTAIL espace Butterfly BU2T voilà, ERFLY. Et donc en fait, Cuarón, il va appliquer cette démarche de world building, comme on dit. Pour le Robocop, c'est notamment par rapport aussi à l'imagerie qu'on avait de Détroit et de New York dans les années 80, où on était beau, on avait beau être dans la modernité des États-Unis, c'était des villes qui étaient en décadence industrieuse et autres. C'est tout à fait ça, c'est exactement la même démarche que fait Cuarón sur son film sur Londres en 2027. Et en fait, Cuarón, il va coupler cette approche avec des œuvres qui tiennent plus du cinéma engagé, comme La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qu'il a montré à toute l'équipe pour préparer son film, et Soy Cuba. Alors Soy Cuba, donc je vais en parler un peu plus bas, justement, parce que c'est justement une influence fondamentale avec La Bataille d'Alger, pour bien comprendre en fait l'approche esthétique et de mise en scène de Cuarón sur son film. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la mise en scène, donc avec l'aide de son directeur de la photographie qui s'appelle Emmanuel Lubezki, Cuarón, il va continuer à expérimenter la technique du plan séquence qu'il avait travaillé sur ses précédents longs métrages, et en fait qui va devenir à partir de ce film-là vraiment une figure de style qu'on va retrouver sur ses films ultérieurs comme Gravity ou Roma. Il l'avait déjà exploité dans d'autres films,
notamment dans son adaptation des Grandes Espérances, il y a quelques plans séquences, et notamment dans Itumama Tambien, c'est encore beaucoup plus prégnant, mais c'est vraiment Les Fils de l'Homme qui va faire que Alfonso Cuarón il va être connu égal pour ses plans séquences. C'est vraiment sur ce film-là. Et donc le film entrecroise, on va dire, l'approche à mi-chemin entre documentaire et fiction qu'on pouvait avoir dans La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, qui est un film en fait qui décrit justement, comme on dit, la bataille du FLN dans les années 60 contre l'armée d'occupation française et le gouvernement français, et qui en fait était mélangé des effets hérités du film de siège avec une approche très réaliste héritée du documentaire sans négliger une certaine stylisation des effets de caméra. Donc il y a ça, et donc par rapport à Soy Cuba, c'est l'idée en fait de ce qu'on appelle une caméra liberté, c'est-à-dire une caméra qui est totalement libérée des contraintes physiques, c'est-à-dire elle peut se déplacer n'importe où dans l'espace, suivre les protagonistes sans être coupée, etc. Et qui était une spécificité de Soy Cuba. Alors Soy Cuba, pour faire très simple, c'est un film à sketch de Mikhail Klatozov, donc un cinéaste du régime soviétique, et qui en fait raconte l'histoire justement des prémices de la révolution cubaine dans les années 60. Et c'est un film extraordinaire que je vous recommande vraiment de voir, et qui est vraiment l'ancêtre de tous ces films dits de caméra liberté. Et j'en citerai un autre qui est toujours de Mikhail Klatozov, qui est Quand passent les cigognes, qui est un drame qui se déroule pendant une période de guerre pendant les pays d'Europe de l'Est. Et justement, on retrouve cette idée entre guillemets, de petites gens confrontés au chaos de la guerre, et dans lequel vous avez des vues absolument spectaculaires qui annoncent justement ce qu'on va retrouver dans Les Fils de l'Homme bien des décennies après. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéaste entrechoque harmonieusement, donc ce qui fait qu'à l'écran, dans Les Fils de l'Homme, vous avez un sentiment harmonieux, entre guillemets, d'hyper-réalisme, et en même temps d'une esthétisation qui tient du pur formalisme. Et c'est très important de savoir, il faut recontextualiser le film dans son époque de sortie, c'est que le film de Cuarón, il transcende une approche formelle qui était celle des années 2000, c'est-à-dire qui est née sous le choc du 11 septembre. Alors, peut-être vous en souvenez pas, mais en fait, il y avait énormément de séries et de films qui utilisaient énormément la caméra à l'épaule, c'est-à-dire de faire secouer la caméra énormément pendant les scènes d'action, etc., avec souvent des lumières naturelles, désaturées, où c'était soit avec des prédominances jaunes, grises, bleues pendant les scènes nocturnes, et c'était tout. Et justement qui multipliait les points de vue, c'est-à-dire que ça avait souvent tendance à cutter énormément, c'est-à-dire à multiplier les plans à la minute, c'est-à-dire, et des fois au mépris de toute vraisemblance, on va dire, de la scénographie visuelle. Et s'il y a surtout une saga qui a caractérisé ça, c'est la saga La mémoire dans la peau, avec Matt Damon, etc., et qui en fait a été popularisée surtout par des cinéastes comme Paul Greengrass dans les années 2000, qui était justement quelqu'un qui venait du documentaire et qui a tenté d'appliquer cette logique-là dans la fiction. Et ce qui a justement été, ce qui s'est banalisé par la suite, au point où en fait il y a d'autres cinéastes qui ont brillé dessus, c'est-à-dire des cinéastes comme Peter Berg, etc., qui étaient souvent inspirés notamment par le cinéaste de Michael Bay et surtout des fictions très pro-militaristes en fait. Donc en fait c'était un amalgame de choses, d'approches esthétiques, tributaire du choc qui avait lieu suite au 11 septembre, parce que je vous rappelle, ça a été une tragédie qui avait été filmée notamment par divers points de vue, qui étaient les caméras justement mobiles, des simples témoins des scènes qui étaient retransmis en direct par les infos, et en même temps les conflits mondiaux, donc c'est-à-dire notamment la guerre en Afghanistan et la seconde guerre en Irak, qui ont beaucoup popularisé ce type d'imagerie. Et en fait, Cuarón va tenter justement, à travers Les Fils de l'Homme, de transcender cette approche visuelle, de la même manière, justement, encore une fois, que ce que faisait Ridley Scott au début des années 80 avec Blade Runner. C'est-à-dire que Ridley Scott, lui, c'était dans le domaine du vidéoclip, c'est-à-dire la fameuse lumière bleue, la pluie, le fumigène, les mouvements de caméra très grands, les mouvements de caméra omniprésents, avec une énorme attention apportée aux détails et au décor. Ce que Ridley Scott avait transcendé dans Blade Runner avec le vidéoclip, Cuarón, lui, le fait avec l'esthétique, on va dire, néo-documentaire. Je vais appeler ça très grossièrement, mais c'est l'époque, voilà. C'est ce qu'on pourrait dire de ça. Sur le côté un peu brut de décoffrage, qui est brut de décoffrage, il y avait une série justement à la télé qui avait pas mal initié le mouvement. Je vois de quoi tu vas parler. Voilà, de 24. C'est ça, c'est exactement la même C'est vraiment à partir de ce moment-là, parce que la première saison a été tournée avant le 11 septembre. C'est ça, Stéphane. À partir de la deuxième saison, le choc a été
absorbé par l'équipe à la réalisation. Et là, on est passé à du cut, du split screen, des écrans séparés aussi pour pouvoir suivre en temps réel les différents protagonistes et antagonistes. On retrouve aussi cette idée de shaky-cam et de filmage de la catastrophe via un des premiers found footage qui est vraiment fonctionné. Tu vois celui dont je veux parler, c'est Cloverfield. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est sorti après, je crois, en plus, oui. le film de Quaron. Oui, mais pas très loin. C'est ça, ouais. 2007 pour 2005. C'est ça. Donc on est vraiment dans ce jeu-là. C'est ça, c'était l'époque. Esthétique visuelle. Et justement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche de Quaron, elle se rapproche davantage de précurseurs des années 90. À savoir donc Choi Ark, donc sur le film de sabre chinois, donc le Wuchapian The Blade, hongkongais, pardon, donc The Blade, John McTiernan sur le film d'action, donc Une journée en enfer, et Steven Spielberg sur le film de Gary Foswell, Soldat Ryan. C'est-à-dire qu'ils ont réinjecté, ces trois cinéastes-là, le concept dit de cinéma-vérité, qui a été popularisé par la nouvelle vague française dans les années 60, dans des genres codés. Et Quaron va justement procéder de la même manière, mais dans le registre de la science-fiction, en instaurant justement un formalisme plus frontal, qui est aussi tributaire des nouvelles libertés accordées par le numérique. C'est-à-dire, alors, en dehors des effets visuels, le numérique, ça a été une révolution notamment pour créer ce qu'on appelle des raccords caméra invisibles, etc. Et il y a un film qu'il faut évoquer parce que ça a eu une influence considérable aux États-Unis, notamment dans l'industrie des techniciens et des cinéastes américains, c'est le Irréversible de Gaspard Noé. C'est-à-dire donc, pour faire simple, c'est une histoire d'une femme qui est violée dans une ruelle de Paris un soir, mais filmée donc avec une narration à l'envers et surtout avec des mouvements de caméra qui sont libérés des contraintes physiques qui avaient été permises par le numérique. Et c'est un film qui a certes fait énormément de scandales en France, mais, notamment au Festival de Cannes, mais qui avait une énorme réputation auprès des cinéastes et des techniciens d'effets visuels américains qui se posaient la question de savoir comment il avait fait ses plans séquences. Et donc c'est un film notamment qui a eu une influence notamment sur l'approche de cinéastes comme Steven Spielberg ou justement Alfonso Cuarón en fait. Et donc le but de Cuarón sur Les Fils de l'Homme, c'est le même que celui de Tsouark, John McTiernan et Steven Spielberg sur les films précités, c'est à savoir capter le chaos du monde à travers le personnage central, qui fait office de réceptacle pour le spectateur, et en fait d'arriver à trouver son chemin dans ce monde totalement chaotique et complètement fou, en fait. Et dans lequel il va tenter ce chemin. Et en fait, c'est que le chaos du monde, ici, c'est en fait tout ce qui est lié à le terrorisme, la répression autoritaire, etc. En fait, c'est vraiment ça qui façonne justement l'identité thématique et visuelle du film qui ne font qu'un. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre londonien de Londres, ça apparaît en fait à l'écran comme un espèce de microcosme qui gangrène tout le monde dans lequel évolue le film, le monde de 2027. Donc il y a un côté très foisonnant dans les informations présentes à l'image, qui peut faire penser à ce que faisait par exemple un mec comme Alan Moore dans le comics, notamment dans des trucs comme Watchmen, Lost Girl, etc. En fait, qui est quelqu'un qui en fait a l'habitude de mettre énormément d'informations dans le cadre pour présenter un univers et ses diverses ressources thématiques, mais sans perdre le fil en fait. Et donc c'est une démarche visuelle qui, chez Cuarón, témoigne d'un héritage de l'approche visuelle qu'il y avait dans le cinéma soviétique, notamment dans le côté de la représentation marxiste, comme le rappelait le philosophe Swallow Zizek. Alors Swallow Zizek, ça fait partie des penseurs et chercheurs qui ont influencé Alfonso Cuarón pour la conception du film, et d'ailleurs, contrairement à beaucoup de cinéastes, Cuarón, dès la conception du film, il a été très explicite quant aux thématiques politiques qu'il allait aborder dans son œuvre, à tel point qu'il avait conçu un documentaire qui s'appelait The Possibility of Hope, qui est présent donc sur le DVD, où il laissait la parole justement à toutes celles et ceux, les penseurs, les chercheurs qui avaient influencé le film, enfin la démarche politique et thématique du film, sur les risques encourus, notamment dans notre réalité. Donc en dehors de Zizek, on retrouve notamment donc, Saskia Sassen, qui est une sociologue et économiste néerlando-américaine, donc je m'excuse si je prononce très mal son nom, qui a notamment abordé la question de l'immigration due à la crise environnementale qu'on retrouve dans le film en fait, qui est omniprésente dans le film. Et enfin Naomi Klein, qui est donc une journaliste et essayiste altermondialiste,
dont on peut affirmer que le film de Cuarón entretient justement beaucoup de correspondances avec son essai La stratégie du choc sur les ravages du capitalisme à l'échelle mondiale et qui sortira donc 1 an plus tard. Donc dans tous les cas, le film apparaît comme une synthèse de ces diverses théories et surtout de manière limpide, c'est-à-dire on ne tombe jamais dans un fourre-tout, c'est-à-dire que le film est extrêmement limpide dans ce qu'il cherche à raconter à travers une histoire en finale très simple en fait, qui est un road movie et une quête de survie. Et donc à titre personnel, donc j'ai une petite anecdote, c'est que lorsque le film était sorti en DVD, à l'époque, je lisais beaucoup quand j'étais ado Mad Movies, et en fait, ils avaient fait une review du film, donc, pour lequel ils avaient été dithyrambiques, mais qu'ils avaient adoré le film. Mais je me souviens, ils étaient assez, ils faisaient un peu crispaient un peu les dents devant le documentaire Possibility of Hope. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc altermondialiste et tout, un peu en mode sceptique, alors que bon, c'était littéralement les thématiques qui étaient présentes dans le film. Voilà. Donc, et c'est pour vous dire en fait à l'époque comment on percevait. Au-delà de la réussite technique et artistique, la manière dont pouvait être perçu le film, y compris chez des gens qui étaient fans qui en étaient fans. Et donc en fait, toute la démarche de Cuarón, elle est celle de tous les cinéastes qui ont abordé la science-fiction, c'est-à-dire parler du présent à travers le futur ou l'imaginaire en fait. Et donc en fait, c'est-à-dire qu'il part du principe, comme tout cinéaste de science-fiction, c'est-à-dire que l'extrapolation scientifique au cœur du genre permet de poser une approche allégorique qui questionne le devenir de notre humanité. Alors cependant, cette approche chez Cuarón, elle est ici très radicale, au point qu'il y a de nombreuses scènes dans le film qui sont des échos directs à l'actualité contemporaine auquel a été tourné le film et aux heures sombres de l'histoire. C'est-à-dire que, encore une fois, donc tout va se jouer à l'arrière-plan du cadre. Pour vous donner un exemple, donc il y a des personnes qui déposent des fleurs à Trafalgar Square pour rendre hommage à des disparus, et ça fait écho en fait aux scènes de liesse qui avaient lieu lors de l'enterrement de la princesse Lady Diana en 1997. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit justement nos protagonistes qui traversent un camp de prisonniers, et il y a littéralement des citations explicites qui font référence aussi bien à Guantanamo, à ce qui se passait au même moment à Guantanamo, et aussi à la Shoah de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il y a une volonté, on va dire, de syncrétisme, même au niveau de l'idée d'aborder les dérives totalitaires et de l'humanité, en fait. Et à ce niveau-là. Et par ailleurs, ça a été à un tel point, donc en plus on voit énormément de groupes terroristes dans le cadre, qui évoquent justement différentes factions terroristes qui avaient lieu au même moment dans la réalité, en fait. Quelle que soit la nationalité, hein. Je veux dire, c'est pas propre dans le film, ce qui est hyper intelligent de la part de Cuarón, c'est-à-dire qu'il ne limite pas une partie du monde. C'est-à-dire que je rappelle qu'on était en pleine époque, encore une fois, pour revenir à la manière dont Cuarón prend le contre-pied de ce qui se faisait à l'époque. On était énormément, que ce soit dans 24 heures chrono ou dans le Royaume, enfin tous les films de Peter Berg, etc. C'était très centré sur le terrorisme des arabes. Et en fait, Cuarón, lui, met tout. C'est-à-dire, il met ça, mais il met aussi du terrorisme européen, etc. En fait, il crée plutôt une vision globale une vision globale du chaos de l'humanité, en fait. Ce qui est extrêmement intelligent, y compris par rapport à son époque, qui était quand même très va-t-en-guerre, si on se souvient bien, avec notamment la Seconde Guerre en Irak, etc. Donc c'est une volonté, on va dire, de prendre ses distances avec ça. Et Les Fils de l'Homme, c'est sorti moins d'1 an après les attentats à Londres. Oui. J'allais y venir, mais c'est super bien que tu l'aies rappelé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la proximité avec la réalité était qu'en juillet 2005, donc il y a eu effectivement les attentats de Londres, et en fait ce qui a obligé l'équipe à tourner la scène d'intro, qui est justement une scène d'attaque terroriste, bien plus tard en fait. Mais ils ont quand même tenu à la tourner, c'est-à-dire ils ont pas voulu l'abandonner cette scène. Donc ce qui en fait crée une proximité qui est très troublante, et en plus bon, si vous voyez Clive Owen, donc le personnage qui joue le personnage de Théo, qui n'a rien à voir justement, quasiment rien à voir avec son homologue dans le livre, puisque c'est un simple employé de bureau qui justement a une relation avec Juliane, mais Juliane n'est pas celle qui porte le devenir de l'humanité. Donc en fait, pour revenir, donc Théo lui porte un pull Londres 2012, pour indiquer que justement les Jeux Olympiques de Londres avaient lieu dans cet univers. Et encore une fois, donc en fait, le tour de force de Cuarón, c'est que ça pourrait être un sacré fourre-tout, mais qu'il arrive à créer une allégorie globale des problèmes du monde, mais d'une cohérence absolue. Et donc justement, il y a un autre point qu'on oublie souvent de citer un Fils de l'Homme, c'est qu'outre cette présentation du monde, c'est qu'il y a quand même l'idée de la question de la croyance et de l'espoir, qui est quand même au cœur de ce chaos en fait.
Alors, à l'instar de l'aspect politique et social et sociopolitique qu'il décrit dans son film, Cuarón, il va opter pour une approche dite syncrétique spirituelle. C'est-à-dire qu'on a une infirmière, donc c'est la fameuse sage-femme qui accompagne notre héros dans sa quête, qui, donc en fait, dont les croyances sont un patchwork de plusieurs religions. C'est-à-dire qu'on la voit à un moment prier et en fait, elle prie quelque chose qui est un patchwork de différentes religions. Et enfin, il y a le personnage donc, qui est joué par Michael Caine, qui est donc inspiré ouvertement de John Lennon, qui en fait a un mantra qui s'appelle Shanti, 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 et qui signifie à la fois la paix intérieure en langage bengali, et qui est également une référence au poème de T.S. Eliot, La Terre vaine, qui évoque l'angoisse et le désespoir né de la guerre. Et ça, en fait, ces simples 3 mots lient, on va dire, toute la profession de foi thématique du film, aussi bien en sa manière d'écrire, encore une fois, l'aspect sociopolitique de son œuvre, que l'aspect, on va dire, croyance spirituelle. Et bien, sans oublier, effectivement, le groupe terroriste qui s'appelle Les Poissons, qui est une référence très claire donc, à l'imagerie chrétienne et au christianisme. Et par ailleurs, ce qui est le plus important, encore une fois, il va prendre ses distances justement par rapport à la fiction de l'époque, c'est le personnage de qui porte l'enfant donc qui est redevenu fertile. Et en fait, il y a une scène absolument géniale, c'est-à-dire qu'à un moment, elle le blague, Théo, et lui dit, mais Théo lui dit, mais comment tu as fait cet enfant? Et elle dit, non, mais je suis Immaculée Conception. Et en fait, il lui dit, puis il fait quoi? Et en fait, il dit, non, mais je te rassure, j'ai fait de manière naturelle, simplement, je ne sais pas qui est le père, mais je l'ai fait de manière naturelle. Ça paraît rien, mais en fait, en une phrase, il désacralise totalement quelque chose qui était très courant dans les fictions de l'époque, encore une fois. Donc, il y a à la fois une volonté de déjouer l'idée d'Immaculée Conception, mais surtout parce qu'en fait, on était aussi à une époque, d'un point de vue cinéma et fictionnel, où il y avait des élus de partout. C'est-à-dire que suite au choc qu'avait été le Matrix, il y avait une tendance dans toutes les fictions à mettre le premier Matrix, même si le 2 et le 3 vont justement retourner le concept d'élu, mais justement, on ne savait pas pourquoi dans toutes les séries, tous les films, ils voulaient mettre des élus de partout. Ça allait de Harry Potter, ça allait même de séries comme X-Files, Le Caméléon, etc. Il y avait toujours cette idée, alors que ce n'était pas forcément prévu à la base par les scénaristes, mais il y avait toujours cette idée de c'est l'élu qui va sauver l'humanité. Il y en avait partout. Et donc, en fait, en faisant ça, Cuarón déjoue, on va dire, un zeitgeist, comme on dit dans le langage culturel, qu'il y avait à cette époque de caractérisation de héros. Et en fait, ça rentre... En fait, ce qui est intéressant chez Cuarón, c'est qu'il déjoue les attentes de l'époque, et en même temps, il aborde, on va dire, la croyance d'une manière qui est beaucoup plus proche de l'anthropologie. Et étonnamment, il y a un autre cinéaste qui va avoir le même travail sur cette approche anthropologique de la croyance, c'est James Cameron sur la saga Avatar. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'écosystème chez les Na'vi qui est une croyance pour eux, mais qui s'explique de manière comme un organisme biologique tout à fait rationnel. Donc en fait, il a une approche qui tient plus de l'anthropologie Cuarón, qu'on va retrouver plus tard chez Cameron. Vas-y. Juste pour revenir au clin d'œil justement sociopolitique, le t-shirt JO 2012, c'est parce que l'attentat a eu lieu le lendemain de l'attribution des JO à Londres versus Paris. Je me souviens, l'attribution c'était le lundi et le mardi a lieu l'attentat. Donc je pense qu'il y a effectivement un effet de concordance. Voilà, une volonté. Tu as aussi le fait que le Royaume-Uni, l'Angleterre, est encore un petit peu dans, peut-être pas dans l'innocence, mais par rapport au terrorisme islamiste, c'est qu'il venait de sortir le Sinn Féin, en fait le bras politique de l'IRA, a déposé des armes seulement en 97-98, donc ils étaient encore susceptibles de voir un attentat de l'IRA, etc. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ce melting pot de terrorisme. Parce que voilà, l'Angleterre, le Royaume-Uni en général, de par son caractère insulaire, a toujours vécu dans la peur de l'étranger, mais aussi ça a été le plus grand empire colonial de tous les temps. Donc ils sont à la fois partout dans le monde, mais ils ne se sentent pas chez eux. D'accord. Donc il y a tout ça qui joue, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a autant d'auteurs de dystopie
qui viennent d'Angleterre. Oui, George Orwell, Huxley, etc. Aldous Huxley, tous sont anglais parce que c'est quelque chose, je pense, notamment au XXe siècle, qui a été le siècle du déclassement de l'Angleterre comme puissance internationale. Ils se sont fait doubler par leur ancienne colonie, les États-Unis. C'est quelque chose qui les a travaillés et qui continue à les travailler. Il y a encore des auteurs qui écrivent sur la dystopie actuellement. Ce qui est assez marrant parce qu'en plus l'Angleterre c'est un des pères fondateurs du capitalisme. Exactement, c'est même... Donc ouais, mais c'est super intéressant parce que ça rend encore plus palpable l'intelligence du film dans son approche allégorique en fait. C'est super pertinent. Et juste en tant que germanophone, c'est Zeitgeist. Merci parce que je suis très nul pour les prononciations étrangères. Esprit du temps. Zeitgeist. Donc merci encore, non mais vraiment parce que je tiens à m'excuser, je suis très nul pour les accents. Les germanophones. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours de Théo est assez intéressant. Alors là, je vous renverrai à la vidéo qu'a fait Bolchevique sur les Fils de l'Homme, qui est vraiment excellente, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est un mood. Théo, c'est celui du résigné nihiliste, c'est-à-dire un démissionnaire du monde qui ne croit plus en rien, c'est-à-dire qui est désespéré au sens où il ne croit vraiment plus en rien. Oui, c'est-à-dire c'est un résigné total, comme beaucoup de gens. Et en fait dans ce genre de contexte, et qui en fait retrouve l'espoir, mais pas à travers de grands discours, c'est ce que dit justement Bolchevique, c'est justement à travers de l'action concrète, ce qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire par des petits gestes et tout, et qu'en fait il va quelque part se désolidariser de sa pensée nihiliste, son raisonnement nihiliste, qui est très individualiste, pour se fondre dans un collectif, pour quelque part redevenir humain à travers un collectif, et un collectif qui est représenté par ces deux personnes en fait. Le personnage de Key et justement l'infirmière, et qui en fait vont, par cet effet de praxis, enclencher un possible espoir d'action. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, j'ai oublié de le préciser, c'est que sur la question du féminin, par rapport justement à la conception, par rapport à justement au fait que Key est la représentante de l'humanité et qu'elle est convoitée notamment par des terroristes, surtout masculins, des révolutionnaires qui veulent en faire leur possession, ça amorce une thématique qu'on va retrouver dans le film ultérieur de Cuarón qui est en Roma et qui n'était pas encore développé, pas encore dans le langage courant comme il est aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé le patriarcat et la masculinité toxique, qui va être beaucoup plus central dans le film ultérieur de Cuarón qui est Roma en fait. Donc c'est aussi un film qui annonce ça en fait, d'un point de vue thématique. Et donc pour en revenir, c'est ce départ de la posture individualiste pour se fondre dans le collectif, donc qui est présent chez Théo, ça en fait un film matérialiste justement, au sens marxiste encore une fois du terme. Alors. Oui, ça on voit bien en fait avec les d'autres personnages en fait tout le long du film. C'est ça. Où finalement il a une attitude très protectrice, alors ça. Pas du tout paternaliste. Non, justement. Vraiment, j'ai une mission à faire, je la fais. Ouais, c'est ça. Et faire vraiment attention aux autres personnes qui sont à côté. C'est ça. S'il peut sauver, s'il peut rendre service, il fait. D'où le fait que moi il y avait une posture qui m'avait toujours marqué dans le film, c'est que le fait il prend toujours les autres. C'est ça, ouais. Il les prend littéralement, c'est-à-dire on court et je te prends dans mes bras, mais justement parce qu'on doit s'en sortir, parce qu'il a une mission accomplie en fait. Et il ne pense qu'à ça en fait. Au final, il est dans l'action pure en fait. Tout à fait, ouais. Contrairement aux autres qui sont dans de la réflexion, de la pensée, et qui ont en fait qui quelque part ne sont pas vraiment des idéalistes dans le sens où eux en fait sont plus intéressés par une recherche de pouvoir pur, les autres révolutionnaires, que ce que justement va être Théo qui lui veut carrément juste sauver, être dans l'empathie pure quelque part. Et quelque part c'est assez intéressant parce que c'est un personnage qui, quand j'ai revu le film, il m'a fait beaucoup penser à celui qu'on retrouve dans, je ne sais pas si vous avez vu le film Une bataille après l'autre. Oui, je viens de le voir en plus. Je pensais, alors pas au personnage de DiCaprio, mais je pensais au personnage de Benicio del Toro, qui est justement pareil, qui n'est pas dans les grands discours machin et tout, mais qui fait, et qui est juste un altruiste pur, et qui aide son prochain quel qu'il soit, c'est-à-dire aussi bien les immigrés mexicains qui sont illégaux que le personnage de DiCaprio, etc. Et il ne dévie pas de sa ligne de conduite, de sa profession de foi. Et c'est un personnage qui quelque part, le personnage de Théo, ça annonce ce type de personnage-là. Et en plus, pareil, un personnage un peu syncrétique, puisque c'est un professeur d'arts martiaux qui ressemble pas mal à l'archétype du professeur d'arts martiaux qu'on avait justement dans les films des années 80, style Bloodsport, Karate Kid, etc. Qui a mi-chemin justement entre plusieurs cultures.
Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Et alors par contre, on arrive à la deuxième partie de cette conférence, qui est celle sur l'héritage. Alors, c'est un film qui a une destinée très atypique. C'est-à-dire que le film a été présenté à la Mostra de Venise en 2006. Il a eu des critiques globalement très positives, sauf d'un seul média, qui est paradoxalement la revue la plus prestigieuse de cinéma au monde, qui était Les Cahiers du cinéma, qui avait défoncé le film, littéralement. Ils avaient trouvé que le film était très naïf, en fait, et très illustratif dans la mise en place de son propos, en fait. Bon. C'est pas nouveau venant d'eux. Oui, ils se sont concentrés sur du formalisme, mais même pas... Même le propos. Voilà. Je pense qu'en fait, pour eux, c'était We are the people. Dans leur tête, le film, au niveau de propos, c'était We are... C'est méchant, hein, ce que je veux dire. Mais je pense pour eux, c'est équivalent à une chanson de Michael Jackson, genre Here's the world, a better place. Je pense qu'eux, ils le voyaient comme ça, en fait, le film. Donc, le film, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré... Bon, mais globalement, l'accueil a été très, très positif. Hein, c'est une exception. Mais c'est vrai que c'est ironique que le seul média qui n'ait pas vu la portée qualitative du film, ce soit paradoxalement la revue la plus prestigieuse de cinéma au monde. Donc le film sort sur le sol britannique en octobre, et puis aux États-Unis. Et alors là, donc Universal qui distribue le film vont faire n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas en fait comment vendre le film. Donc ils vont le sortir pour les fêtes de Noël. Voilà. Ils vont le sortir, attendez, face à La Nuit au musée de Sean Levy, donc avec Ben Stiller, face au film avec Will Smith, À la poursuite du bonheur. Donc il avait fait, je crois que j'ai pas vu ça avec son fils ou avec sa fille. C'est son fils. C'est Jaden Smith, ouais. D'accord. Et face à premier avec Jaden Smith. Avant Karate Kid. Avant Karate Kid. Ouais. Et Dream Girl, qui était une comédie musicale avec c'était Beyoncé dedans, je crois. Ou c'était Oui, c'est Beyoncé. avec Eddie Murphy aussi. Et Eddie Murphy, et il y a une troisième pointure, je t'en trouve ça. Et donc ça a été, voilà, donc il est sorti face à ces trois films-là, avant d'avoir une sortie plus globale sur le territoire américain en janvier, mais bon, c'était foutu, hein, littéralement, vu le film, vous n'allez pas voir ça un soir de Noël, puis face aux autres, donc voilà. Donc ce qui fait que le film n'a récolté que 69,6 millions de dollars dans le monde pour un budget hors marketing, parce que souvent on parle de budget, il y a le budget officiel et le budget plus marketing, donc budget hors marketing de 76 millions, donc ça a été ça a été un flop. Et en fait, Quaron va mettre plusieurs années avant de retourner un film. C'est-à-dire qu'il va faire Gravity bien des années après, mais uniquement parce qu'il l'a financé en partie en indépendant en fait. Et Warner a juste distribué. Et en plus, c'est un film qui a marqué le déclin de Clive Owen. Alors, Clive Owen, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais à l'époque, c'était un acteur extrêmement bankable, qui était même pressenti pour le rôle de James Bond, avant que ce soit attribué à Daniel Craig, en fait. Mais il était partout, il était dans Sin City, The Constant Gardener. En plus, c'est un acteur qui avait... C'est ça, on l'oublie. Et qui avait en plus été repéré par un cinéaste britannique très génial qui s'appelait Mike Hodge, qui avait fait notamment ce classique des années 60, ce grand classique avec Michael Caine justement des années 70, qui s'appelait Get Carter. Et en fait, Mike Hodge avait repéré Clive Owen dans un film qui s'appelait Croupier, avec Charlotte Rampling. Et ça avait fait de lui, dans les années 90, un peu comme Jude Law quand il avait tourné Shopping, ou Ewan McGregor avec Trainspotting. Petit Meurtre en famille, ça faisait partie de ces acteurs-là qui étaient la nouvelle génération d'acteurs britanniques de plus en plus en vogue. Et bah, de cette génération-là, c'est lui, paradoxalement, qui a périclité, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il fait plus que des séries B, je crois, en plus. Il fait plus que même des séries télé. En fait, c'est un mec issu du théâtre, à la base. Et ça l'a beaucoup affecté, hein, l'échec des Fils de l'Homme. Commercial des Fils de l'Homme, Children of Men. Et pour le coup, il a dit, non, finalement, j'en reste au théâtre, et si on a besoin de moi, j'apparais de temps en temps à la télé, et à la télé britannique seulement, je ne veux plus entendre parler des États-Unis. Ah ouais, d'accord. Ça a vraiment cassé quelque chose. Ça a cassé quelque chose vraiment en lui, quoi. Et parce qu'il s'était particulièrement investi. Ouais, oui, c'est ce qu'ils disent. Un physique. Alors, je dirais rien de ce qui se passe dedans, parce que tout le monde n'a pas vu le film. Mais oui, il y a notamment dans un procédé stylistique qui est utilisé de nombreuses fois, ça demande d'être extrêmement rigoureux, précis dans sa gestuelle, dans sa... Voilà. Je vois de quoi tu parles. Alors, bon, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le film, malgré son flop, il a acquis très rapidement un certain soutien en dehors de la presse, par le biais notamment de nombreux cinéphiles, fans de science-fiction, geeks du web,
et même des cinéastes qui en font une référence. Alors à titre personnel, je me permets de raconter cette petite anecdote, c'est que c'est un film, quand il est sorti, j'en entendais déjà parler en bien, notamment sur les forums de cinéma. Notamment il y avait le forum Mad Movies à l'époque, ou le forum DVD-Rama, qui en parlait vraiment comme d'un futur, et ils avaient raison, comme d'un film qui va rester et qui sera un film culte et une référence. Si vous pouvez aller le voir, allez-y. En plus, c'est un film qui a été assez mal distribué en France. Moi, je me rappelle, à titre perso, j'étais lycéen à l'époque à Villefontaine, et un peu avant Lyon, et en fait, ils avaient un cinéma donc dans lequel je me rendais, et le problème qu'il y a, c'est que Les Fils de l'Homme, et ça je m'en souviendrai toujours, il est resté une seule semaine à l'affiche avec juste 2 séances réparties sur la semaine, et après il a déguerpi. Donc c'est pour vous dire à quel point la sortie du film, paradoxalement, était un non-événement public, mais un événement plutôt du côté des cinéphiles geeks, de SF, etc. Il n'y a resté que 3 semaines à Paris. Ouais, Oui, moi je l'ai jamais découvert au cinéma en fait. Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup, un film qui ne reste que 3 semaines. C'est venu plus tard que les. Qu'on vire au bout de. Qu'on vire au bout de 2-3 semaines, un mois, grand maximum. Là, c'était vraiment la faute de public. On arrête les frais au bout de 3 semaines. Et les séances étaient très peu remplies. Moi, je me rappelle que j'étais allé le voir jour 1. On était 8 dans la salle. Ouais, donc c'est vraiment. Voilà. Le pâté opéra en plus. Ah oui, oui. Opéra. Une grosse salle. Il n'y avait personne. Putain. Ouais, donc c'est toute une époque, quoi. C'est vraiment le film d'une époque. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on parlait d'anti-Blade Runner, c'est-à-dire que, en cela, le parcours des Fils de l'Homme, ça rejoint à nouveau celui de nombreux classiques du genre, donc Blade Runner en tête, c'est-à-dire en faisant paradoxalement son anti-Blade Runner, il a livré une œuvre dont l'aura est équivalente à celle du film de Ridley Scott, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film, d'un point de vue purement contextuel, et c'est très important de le rappeler parce qu'on n'en parle pas assez, c'est que c'est un film qui s'inscrit, on va dire, dans la même catégorie que d'autres œuvres qui ont été produites par d'autres majors hollywoodiennes durant la seconde moitié des années 2000, et peu de temps, en fait, avant la mainmise du Marvel Cinematic Universe et de Disney sur le box-office mondial durant les années 2010, qui a entraîné l'uniformisation de l'industrie hollywoodienne dont on voit le déclin aujourd'hui, puisqu'ils sont en crise globale, etc. Et donc, alors je précise, par contre, il ne s'agit pas de bid comme La Porte du Paradis de Michael Cimino, qui avait littéralement fait couler un studio, mais en fait, plus modestement, c'était des tentatives dans les seconde moitié des années 2000, des tentatives expérimentales qui ont été façonnées par des cinéastes qui étaient assez de renom, qui cherchaient à travailler l'éclosion des possibilités offertes par l'arrivée du numérique et des nouvelles technologies. Quand je dis nouvelles technologies, ça va aussi bien dans les effets visuels que dans les types de caméras, en fait. Et je pense notamment à 3 films. Le premier, c'est Miami Vice de Michael Mann, qui en fait transforme une série qui était très typée MTV des années 80 en un film totalement abstrait sur la mondialisation. Il y a aussi la trilogie de films en performance capture de Robert Zemeckis, c'est-à-dire le Pôle Express, le Drôle de Scrooge et surtout La Légende de Beowulf, qui est un film qui est vraiment une anomalie, je trouve, même dans le blockbuster pop, puisque c'est un film de dark fantasy vraiment adulte, pensé pour les adultes, mais tourné avec une technologie nouvelle pour l'époque, une technologie de performance capture qui va se concrétiser totalement avec Avatar 2 ans plus tard. D'ailleurs, il n'a pas bien marché. Non, il n'a pas marché. En plus, c'est Miami Vice, Beowulf et tout, ça a été des flops. Et enfin, le dernier, mon préféré de tous, c'est le Speed Racer de Lily et Lana Wachowski, qui était une adaptation d'une célèbre franchise transmédia japonaise des années 60, qui mélangeait film d'animation, live, etc. Enfin, voilà, qui a été un énorme flop. Et en fait, bien que le film de Zemeckis, malheureusement, les gens de Beowulf soient oubliés, Miami Vice, c'est un film culte surtout en France pour les niches critiques. C'est-à-dire, notamment, l'un des fans les plus célèbres du film, c'est Jean-Baptiste Toré, notamment, et fan de Michael Mann. Et Speed Racer aussi, c'est pareil, c'est un film culte maintenant, mais plus pour une niche qui est celle, on va dire, qui est celle qu'on retrouve chez les fans de Everything Everywhere at Once, Hundred of Beavers, etc. Et chez les adeptes du Do It Yourself, plus précisément. Et mais celui qui est vraiment resté, c'est vraiment Les Fils de l'Homme, parce qu'il est devenu une référence vraiment absolue, on va dire. Et autre chose contextuelle, alors ça malheureusement on va dire c'est l'aspect plus sombre réaliste, c'est que c'est en fait le film de Cuarón, si vous le regardez, vous pouvez le voir comme la pierre centrale d'un triptyque
composée de 2 autres œuvres qui sont sorties en plus, dont la sortie se chevauche avec celle du Quaron, sur un an d'intervalle à chaque fois, qui sont donc la Guerre des mondes de Steven Spielberg et The Mist de Frank Darabont. Donc en fait, c'est 3 œuvres qui apportent un regard qui sont quand même très désespérés sur le devenir de leur pays et plus globalement du monde, suite au choc né du 11 septembre et aux crises politiques qui en ont découlé. Donc dans les 3 cas, en fait, on assiste à une dégradation et à l'anéantissement d'une société à travers l'aliénation des rapports humains nés de contextes chaotiques. Donc chez Steven Spielberg, en plus, c'est un film qui est sorti 1 an avant le Quaron, et déjà on a le travail sur les plans séquences et de nombreuses scènes qui, de manière allégorique, abordent les conflits de l'histoire, en fait, mais à travers le prisme d'une invasion extraterrestre. Et il y a également une scène pivot pour moi, c'est la scène du pistolet. C'est-à-dire que c'est une des rares scènes où en fait il y a un fondement de l'Amérique, le fameux 2e amendement, la liberté du port d'armes, qui est frontalement questionné à travers une scène où des gens essaient de s'entretuer pour récupérer justement une bagnole. Et en fait, tout le monde en fait cherche à récupérer le flingue de Tom Cruise. Et en fait, ils finissent tous par s'entretuer juste pour une bagnole, en fait. Tout est dit. Et le second, c'est The Mist. Et alors là, c'est celui qui en fait est le plus intime des 3, je trouve, qui en fait qui est peut-être même le plus vicieux, puisque c'est une... en fait, c'est très intéressant, surtout à l'heure actuelle en plus, c'est que c'est une étude de caractère sur la manière dont une situation extrême, donc en l'occurrence une espèce de brume, justement, une brume un peu mystérieuse, peut pousser des individus à basculer dans la folie et à adhérer justement à des idées complètement barges, que eux trouvent complètement barges au départ, via une personne ordinaire qui prennent pour folle et en fait ils finissent par devenir ses adeptes. Donc en l'occurrence, Madame Mrs. Cavendish. Bon, avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, je pense que voilà, ce qui est influenceur un peu fou, etc. Enfin voilà. Et en fait, en cela, donc, ces 3 films sont les témoignages d'éléments sociopolitiques, sont des films visionnaires littéralement sur des éléments sociopolitiques qui sont désormais présents dans notre quotidien en fait. Comme je sais que pour The Mist, c'était sorti. Et pareil, ça a été une petite sortie. La fin. On va pas spoiler. Non, je ne spoil pas. Mais cette fin, elle est tellement incroyable. Enfin, je me disais, voilà, elle transcende le texte, en fait. C'était en ça que c'est un film pas si connu que ça finalement. Non, et en plus, les Darabont fait que des... c'est triste parce que il est vraiment très intéressant ce film-là, justement. c'est assez marrant parce que je ne veux pas m'éloigner trop du sujet. Pas trop dire, mais par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un film, pour moi, c'est un immense film, je trouve vraiment, plus qui se bonifie beaucoup avec les années. Après, c'est vrai que c'est souvent un film qui fait encore débat, mais bon, ça c'est pas le sujet. Et la sortie avait été confidentielle. Comme pour Les Fils de l'Homme d'ailleurs, ça avait été des petites sorties. Après, quand on prend le temps de le décortiquer, il y a des thématiques. Ah mais c'est brillant, c'est brillant. Le texte était déjà incroyable, mais après, ça a vraiment fait quelque chose. Et même dans son cheminement nihiliste, il est hyper brillant, moi je trouve, sur la nature humaine, c'est-à-dire la manière dont en fait un événement peut vous faire basculer littéralement à la folie. C'est construit de manière très progressive et jusqu'à l'issue fatale. On y croit à fond parce que c'est fou, et comme vous dites, avec l'actualité, c'est comment une chose comme ça peut prendre... ah non, mais c'est brillant, moi je trouve que c'est vraiment un immense film, un film brillant, et pour moi c'est un des rares qui est le digne héritier de la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, c'est-à-dire les The Thing, Prince des Ténèbres et tout, et même de ce que faisait Romero dans les 70 avec Zombie, La Nuit des Morts Vivants. Je trouve que c'est vraiment le digne héritier. Moi, c'est un immense film, vraiment. Mais je vais essayer de retrouver les sources, hein, parce que je ne suis pas sûr à 100%, mais à 85% quand même. Il n'était pas destiné à être un film de cinéma. Ça devait être un téléfilm à la base. Oui, alors il faudrait qu'on souvent les adaptations sont oui, en téléfilm. parce que justement, même King, c'est pas qu'il y croyait pas, c'est que... C'était la fin qui posait problème à tous les producteurs. Justement, la fin, c'est... Parce qu'il n'a jamais su faire de fin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça s'arrête... Voilà. Et donc, c'est la décision de Darabont au moment du tournage qui apporte ce truc. Et finalement, bon, allez, on va tenter de le passer au cinéma. Mais en fait, parce qu'en fait, il y a toute une histoire... On va rester sur les Fils de l'Homme, mais il y a toute une histoire, on va dire, par rapport à Weinstein, en fait. Oui, sur The Mist, c'est-à-dire qu'en fait,
qu'il faut savoir, c'est que Darabont a quasiment fait le film bénévolement pour garder sa fin, en fait, par rapport aux contraintes de Weinstein. Mais il a bien fait. Il a bien fait. Donc, pour revenir sur l'influence des Fils de l'Homme, donc il y a aussi la mise en scène, donc c'est-à-dire l'utilisation du plan séquence, qui va devenir, on va dire, la signature qui va être la plus reprise dans toutes les fictions, dans toutes les fictions. Notamment, il y a un exemple typique, c'est dans un autre média qui est le jeu vidéo, qui est donc le jeu vidéo The Last of Us, donc sorti en 2013, et en fait dans lequel l'équipe, donc qui est Neil Druckmann, Brian Stanley, les équipes Naughty Dog, qui sont ouvertement inspirées de la méthodologie de mise en scène de Quaron pour dupliquer l'immersion du spectateur au cœur de leur récit. Donc notamment si vous avez joué au jeu, dès l'ouverture, vous avez la petite fille Ellie qui fuit avec son père l'attaque des mutants, et en fait ils sont embarqués dans une bagnole. Et en fait, c'est filmé en plan séquence à la même manière que l'un des plans séquences emblématiques du film d'Alfonso Cuarón. Et au cinéma, donc il y a Inarritu donc l'ami de Cuarón, qui va reprendre l'idée du plan séquence avec donc le chef-op de Cuarón, qui est Lubezki, notamment dans ses films comme Birdman et The Revenant. Et par contre, ce qui est un peu triste, c'est que le plan séquence, ça va devenir quasiment un systématisme, notamment dans le cinéma d'action. Alors il y en a qui vont très bien l'utiliser. Je pense notamment à Steven Spielberg, mais avec la performance capture, donc sur les aventures de Tintin. Mais à part quelques exceptions, ça va devenir un truc qui va devenir très systématique. C'est-à-dire, bon, j'ai pas d'idée, comment on fait pour faire un truc spectaculaire, plan séquence. Et donc en plus, avec la démocratisation des effets du numérique et tout, il n'y a plus d'effets, il n'y a plus aucune nouveauté. C'est limite même des faux plans séquences. C'est souvent des faux plans séquences visibles. J'ai trouvé que sur 1917, c'était pas, ça apportait pas forcément non, quelque chose. C'est un faux plan séquence. C'est un faux plan séquence et je trouve que ça se voit. Et en plus, c'est beaucoup plus froid parce que si tu veux, la différence majeure, c'est que Cuarón, il voulait créer un effet viscéral. Ce qui n'est pas le cas, on va dire, de Mendes. Alors, je ne veux pas lui taper je veux pas lui taper du sucre, mais c'est quelqu'un qui a toujours plus été attiré par la belle image, la noblesse de l'image, et ça se ressent. Oui, ce qui fait que ça ça rend deux esthétiques complètement différentes. Et en fait, dans Les Fils de l'Homme, le premier plan séquence, donc je ne spoil pas, mais l'attaque de la voiture. Moi, je me rappelle, on était peut-être que 8, mais on a tous sursauté. Ah oui, il est ultra viscéral. Hein. Voilà, parce que justement, pour le coup, c'est un plan séquence. Je ne sais pas à quel niveau ils se sont fait aider du numérique, mais on ressent les choses. Le tout dernier aussi, la bataille rangée dans la ville. Il y a quelqu'un qui se fait défoncer à coups de porte dans la figure et on a mal pour lui parce qu'on le voit avoir mal. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc ça est devenu, donc, comme je disais, un systématisme, ce qui fait qu'on le retrouve aussi bien maintenant. Si vous allez sur Netflix, il y a un film d'action qui s'appelle Tyler Rake 2, donc qui est la suite de Tyler Rake. Et donc en fait, le plan séquence est devenu un élément marketing dans ce film-là. Et donc ils ont fait appel à Alexis Rodriguez, qui était l'un des monteurs des Fils de l'Homme, notamment pour faire le truc. Mais alors par contre, si vous voulez vraiment tester le point ultime du rejet du plan séquence numérique, il y a un film sur Netflix qui est à voir, si vous voulez souffrir, c'est Carter, qui est un film d'action sud-coréen et qui dure 2 heures. Je vois qu'il y en a un qui est visiblement... et qui dure 2h20 quasiment d'action filmée en plan séquence, mais c'est imbitable parce que littéralement il n'a pas eu assez de thunes, il fait n'importe quoi, enfin ça vous dégoûter à vie du numérique et des plans séquences, quoi. Donc voilà, ça c'est l'extrême négatif. Par contre, plus positivement, c'est la manière, l'autre héritage, c'est d'un point de vue esthétique et de world building, encore une fois, de création d'univers. Puisque dans la science-fiction, même comme je disais, parce que l'un des prémices, c'est pas Cuarón en fait qui a inventé le futur paupérisé, il y avait d'autres précurseurs comme on en a parlé au tout début, mais c'est lui par contre qui l'a vraiment popularisé, au point que ça a été très vite une imagerie, un style d'approche qui a été très repris dans de nombreuses fictions. Donc il y a eu notamment le cas de La Route de John Hillcott, donc qui est une adaptation d'un récit post-apocalyptique écrit par Cormac McCarthy. Et ce qui est intéressant, et ça va anticiper justement les films qui vont s'inspirer également des Fils de l'Homme, c'est qu'en fait on est dans un futur qui est inspiré par le film de Cuarón, mais qui tient plus effectivement ce qu'on appellerait l'anticipation immédiate. Et même si Hillcott il a revendiqué l'influence du film de Cuarón, il y a probablement une autre œuvre qui a dû l'influencer, c'est un faux documentaire traumatisant qui s'appelle Threads, T-H-R-E-A-D-S, donc qui est réalisé par Mike Jackson, futur réalisateur de Bodyguard et Volcano. Mais en fait qui est un documentaire tourné en 1984 qui racontait de manière hyper réaliste le bombardement atomique de la ville de Sheffield dans le nord d'Angleterre. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 parties dans le documentaire. C'est qu'il y a la partie bombardement et la partie
post-apo. Donc on voit les survivants qui sont réduits à rien, qui tentent de survivre du mieux possible avec l'armée, la pénurie alimentaire, etc. Et effectivement, dans ce deuxième partie, on sent que je mets ma main coupée que Hillcoat avait cette imagerie, c'est ça pour la route. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, la route, il est un bon exemple de ce qu'on va retrouver par la suite, c'est-à-dire que l'héritage des Fils de l'Homme, ça se fait souvent au cinéma en entrechoquant l'univers d'Alfonso Cuarón à d'autres sous-genres de la science-fiction. Et en fait, c'est un héritage qui touche beaucoup aux archétypes du cinéma d'exploitation. C'est une fusion, en fait. L'héritage des Fils de l'Homme en termes de science-fiction, ça joue sur la fusion de genres et d'approches personnelles du cinéaste. C'est-à-dire que, comme si la dimension esthétique et ce qu'elle véhiculait comme problématique sur notre monde contemporain rencontrait des archétypes évoquant justement le cinéma d'exploitation ayant façonné la science-fiction antérieure au film de Alfonso Cuarón. Le cas le plus célèbre, c'est District 9, qui en fait revisite la question du premier contact extraterrestre, mais dans un décorum qui est tributaire du film de Cuarón et qui parle aussi bien de l'apartheid, etc. Il en est de même donc, dans un film comme Logan, de James Mangold, mais plus du côté du film de super-héros. Vous avez également Ready Player One de Steven Spielberg, qui lui fait pareil, qui entrechoque l'esthétique du film de Cuarón avec l'imagerie cyberpunk pré-Matrix. Et vous avez plus récemment le film Running Man d'Edgar Wright, qui est la seconde adaptation du roman de Stephen King, mais qui a un cas intéressant parce que le roman de Stephen King, si vous avez l'occasion de le lire, si vous avez l'occasion de voir le film d'Edgar Wright, c'est un livre qui préfigure un futur à la Fils de l'Homme aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, à part l'événement orwellien, effectivement, qu'a bien repris Edgar Wright, c'est un futur très paupérisé, en fait, où justement les classes laborieuses, il y a régime autoritaire, classes laborieuses, etc., qui tentent de survivre dans un environnement déliquescent, en fait. C'est pas du tout un truc cyberpunk, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui préfigurent cyberpunk, dans l'aspect satirique et tout, mais on est vraiment aussi dans cette figure très paupérisée, avec une idée de course, pareil, comme les personnages du film de Cuarón. Et enfin, donc, il y a aussi un petit film que je vous recommande sur Netflix, un peu méconnu, qui est un film de braquage, qui s'appelle La Traque, qui est un film qui démarre comme un film de braquage et qui se poursuit comme un film d'horreur, très inspiré du film japonais Gonin, avec Takeshi Kitano, que je vous recommande aussi également, mais qui en fait prend place dans un décorum très Fils de l'Homme. Et c'est pareil, c'est des jeunes qui cherchent à s'en sortir dans un futur à la Fils de l'Homme, et qui vont faire un braquage, sauf qu'il y a un tueur qui va venir les pourchasser, en fait, après le braquage. Et enfin, La Traque, Time to Hunt en anglais. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces films que je viens de citer à l'instant, donc aussi bien chez Neil Blomkamp, Spielberg, Mangold, Edgar Wright ou Yu So-hon, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'exclus du système qui sont poursuivis par une force de répression autoritaire dans un monde chaotique. Voilà. Si je devais résumer en une phrase, c'est l'héritage des Fils de l'Homme, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont retenu du film de Cuarón, mais qu'ils ont repris de manière personnelle. Et donc en plus, c'est des films qui revisitent sous un angle, je dirais, beaucoup plus modeste, mais aussi sous un angle qui évoque, dans tous ces films que j'ai évoqués, à part La Traque, parce que c'est plus un film d'horreur, c'est plus un film qui devient un film d'horreur au fur et à mesure du récit, mais sinon, dans tous les autres que je viens de citer, il y a un côté héritage de Cuarón, mais sous un angle qui est très destroy, en fait, qui évoque plus, on va dire, le cinéma destroy punk de SF, avec, tel qu'on pouvait voir chez des mecs comme Carpenter dans New York 97, ou même dans le cinéma punk japonais des années 70-80, surtout 80, donc je pense notamment à un cinéaste influent qui est Sogo Ishii, qui est donc le grand pape du cinéma punk. Et en fait, c'est plus dans cette optique-là qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire cette espèce de fusion entre une approche très world building thématique, avec des archétypes qui ont plus à voir avec un cinéma, avec le punk et le destroy, en fait. Et en fait, c'est ça, voilà, avec 2000 AD, etc., Judge Dredd et compagnie. D'ailleurs, Dredd, c'est intéressant parce que le film, j'aurais pu le citer, mais le Dredd, la deuxième adaptation cinématographique de Dredd, donc avec Karl Urban, donc écrit et réalisé en sous-main par Alex Garland, donc fidèle collaborateur de Danny Boyle encore à cette époque, encore maintenant aujourd'hui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un futur qui est très différent de celui de la bande dessinée d'origine, et même du film avec Stallone des années 90, et qui est justement plus un futur à la Fils de l'Homme, en fait, avec des espèces
juste des gros bâtiments de béton et dans lequel justement on voit les gens crever de faim autour et en fait dans lequel ça se situe l'histoire. Donc c'est aussi un héritier quelque part des Fils de l'Homme. Et moi je terminerai dessus, en fait c'est que tous les héros que j'ai évoqués dans ces films-là, que ce soit chez Mangold, Blomkamp, Wright, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont le même mood plus ou moins que le personnage de Théo. C'est-à-dire que soit dans le cas de Blomkamp, c'est littéralement une ordure, puisque et qui va finir par se devenir un extraterrestre et donc rejoindre la collectivité extraterrestre pour lutter contre le système. Et c'est pareil chez Mangold, où on a justement le personnage de Logan qui est suicidaire et qui finit justement par se trouver quelque part un point de salut à travers cette nouvelle génération qui veut aider. Et chez Wright, c'est littéralement ce qui a été très sous-estimé, je trouve, par la critique qui aborde les films, c'est-à-dire que tout le processus du personnage de Ben Richards, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un résigné qui veut juste sauver les siens, mais qui se rend compte qu'il est dans une impasse mentale qui pourra jamais se résoudre, sauf s'il accepte de vouloir révolutionner le système et de le détruire, et donc ce qui va le pousser à s'unir avec justement d'autres exclus du système et qui en fait vont devenir vraiment le point d'espoir du récit en fait. Et donc en fait c'est tous des personnages qui se retrouvent en fait individualistes, qui se retrouvent à embrasser le collectif, comme Théo le faisait avec la praxis, et pareil, que dans la praxis, c'est-à-dire que dans l'action, pas dans la pensée, que dans l'action, comme pouvait être le cas donc, dans le film de Quaron. Et en fait je terminerai dessus. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2026, donc soit 20 ans après la sortie du film, et donc un an avant les événements dans lesquels il se situe. Et en fait, donc, malheureusement, le constat porté par Alfonso Cuarón est malheureusement assez douloureusement visionnaire, dans la mesure où de nombreuses problématiques évoquées par ce dernier sont devenues notre quotidien à une échelle globale. Donc qu'il s'agisse de la crise environnementale, de la répression autoritaire induite par l'arrivée au pouvoir des mouvements populistes d'extrême droite un peu partout dans le globe, de la crise sociale, de la montée du terrorisme, etc., la crise environnementale, bref. Et cependant, comme le disait Cuarón, c'est pas qu'il avait vu l'avenir, c'est qu'il n'a fait que rapporter ce que de nombreux chercheurs avaient mis en garde, mais qui avaient mis en garde dans le passé, mais qui n'ont jamais été écoutés, qui n'ont pas été écoutés suffisamment sérieusement. Et en fait, donc, c'est un film qui fait clairement partie des 3-4 films sortis ces 20 dernières années qui ont le mieux cerner ce qu'allait être notre réalité actuelle. Cependant, dans le parcours du héros, de Théo, c'est un film qui invite à repenser notre vision de l'engagement politique en essayant de trouver de l'espoir dans cet environnement chaotique. Et je terminerai dessus, c'est que par ailleurs, la force des Fils de l'Homme, c'est pas simplement d'être un film visionnaire. Je vais terminer par une petite anecdote parce que souvent, on a tendance à dire que si un film est visionnaire, c'est que c'est un bon film. C'est pas forcément le cas. Il y a un exemple que j'aime bien citer avec humour, c'est le cas de Time Cop. Alors bon, film totalement oublié, mais qui était un énorme succès dans lequel Jean-Claude Van Damme voyage dans le temps. Et en fait, il se trouve que l'antagoniste du film, c'est un riche homme d'affaires qui veut devenir président des États-Unis en créant, et que dans son programme, il y a la création d'un mur anti-mexicain en fait. Donc voilà, c'est impossible de ne pas faire le rapprochement avec un certain homme d'affaires qui est actuellement président et on va dire apprenti dictateur aussi dans son propre pays à l'heure actuelle. Donc voilà, mais en gros, voilà, c'est pas parce que le film avait vu ça que ça en faisait un bon film pour autant, quand bien même on peut avoir de la sympathie pour ce dernier. Mais voilà, en fait, c'est vraiment la qualité du film. Et en fait, ce qui fait que Les Fils de l'Homme, c'est pas simplement un grand film d'honneur, c'est simplement, et c'est sa grande force, c'est surtout que c'est un grand film. Voilà, donc voilà pour la fin de cette petite conférence. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, cette analyse très complète. Pour avoir vu le film tout récemment, effectivement, c'était déjà à mon niveau foisonnant de plein de choses, mais là, ça donne encore des pistes supplémentaires. Et j'espère que ça vous donne envie, ceux qui n'ont pas vu le film ou qui l'ont vu il y a longtemps et qui aimeraient le revoir, de le découvrir, parce que vraiment, très très intéressant, quoi, y compris des références à des films auxquels j'aurais pas forcément pensé, mais là, c'est vrai que c'est parlant. Il faut sauver le soldat Ryan avec toute la scène d'introduction. C'est effectivement. Donc, merci beaucoup pour cette intervention de qualité.
je citerai juste deux petites choses. Et si vous voulez compléter justement vos lectures et vos analyses du film, alors je ne peux pas tous les citer parce que j'ai beaucoup, donc je m'excuse auprès de celles et ceux que j'oublie de citer d'avance. Mais il y a 3 vidéos donc, que je vous recommande parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour faire justement cette conférence. Donc il y a la fameuse vidéo de Bolchevique dont j'ai parlé qui s'appelle Le film qui avait tout compris. Il y a celle de Cinescope qui est une chaîne YouTube qui mérite beaucoup aussi d'être soutenue parce qu'elle ne marche pas trop et pourtant c'est une des rares qui aborde des thématiques comme le cinéma indien contemporain et tout. Donc c'est vraiment une chaîne à soutenir. Donc il a fait une vidéo qui s'appelle sur le fils d'homme qui s'appelle Échec mérité ou flop prophétique. Et une chaîne YouTube de science-fiction qui est à ses côtés qui s'appelle Exitium, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une vidéo qui s'appelle Un futur sans naissance des fils de l'homme. Et concernant dans mes souvenirs de lecture médias de l'époque, je citerai aussi donc, tout ce qui est Mamovie et aussi journaliste Rafik Djoumi qui avait beaucoup écrit à l'époque de la sortie Fils de l'homme, notamment sur l'approche de la mise en scène et qui avait vu juste notamment sur le fait que le film de Cuarón avait une destinée assez similaire à Blade Runner justement à sa manière. Voilà, donc ça c'est parmi celles et ceux que je cite et puis voilà. Et s'il y a d'autres informations, d'autres sources, je vous invite à les découvrir par vous-même et à m'en faire part si jamais voilà. C'est sur Merci. YouTube. C'est sur YouTube, voilà. Et Cinescope, c'est S-K-O-P-E, si jamais vous voulez chercher. Voilà. Donc je tiens à vous remercier aussi d'être venu m'écouter, puis je laisse la parole à... Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Et alors, je voulais préparer un petit macaron avec un QR code pour découvrir directement la page du Ciné-Club de M. Bobine pour ceux qui ne la connaîtraient pas. J'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais sur le flyer, si vous rentrez le Ciné-Club de M. Bobine sur votre moteur de recherche, même si vous n'êtes pas directement sur YouTube, vous vous retrouvez très facilement. Donc, et pour avoir parcouru déjà plusieurs vidéos, c'est vraiment très intéressant pour qui s'intéressent au cinéma et à tout plein de genres. Pour aller plus loin sur Alfonso Cuarón, vous avez fait justement une vidéo, mais plus sur sa filmographie. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Aurélien Noyer qui a fait sur Roma, d'Alfonso. Donc il a fait sur Roma. Et il y a Cyril Roland qui a fait sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et on a fait un petit live sur la filmographie de Alfonso Voilà, c'est Cuarón. ça, je faisais référence à ça. On a fait un live sur n'hésitez pas à aller faire un tour et puis au plaisir de découvrir de nouvelles vidéos, alors que ce soit sur YouTube ou ailleurs, on verra bien, mais en tout cas, j'espère que ça va continuer, que l'aventure va continuer. J'espère aussi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à vous surtout pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci beaucoup d'être venu.